Celle de Pierre-Luc de Chantal. Donc, Pierre-Luc a une formation de base en psychothérapie, puis est chercheur en psychologie depuis une dizaine d'années et chef de recherche du volet de santé mentale chez Therapex, une entreprise informatique qui vise à démocratiser euh, l'expertise numérique en santé. Donc, sa présentation va porter sur les outils numériques et la santé mentale des populations. Donc, la parole est à vous. Merci, Cynthia. Donc, comme Cynthia l'a mentionné, mon nom est Pierre-Luc. Je vais me présenter un peu plus en détail là, tantôt. C'est un plaisir là, d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter de la santé mentale et comment les applications mobiles peuvent aider la santé mentale de la population là, pendant la COVID-19, mais aussi après. Mais avant toute chose, j'aimerais juste vous demander là, comment ça va? Est-ce que vous, depuis le début de la pandémie, vous vous sentez un peu plus stressé, un peu plus déprimé? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. En septembre dernier, Statistique Canada a rapporté quand même qu'il y a une personne sur 5 présente depuis la pandémie des symptômes modérés à sévères de plusieurs difficultés psychologiques, dont la dépression, l'anxiété et le stress post-traumatique. Et ça, on s'entend, ces chiffres-là, c'est énorme. Tantôt, Dr Roberge et Alexandra parlaient des troubles anxieux qui étaient prévalents. 20 de la population va vivre un trouble anxieux une fois dans sa vie. Donc, quand on est rendu à une personne sur 5 depuis le début de la pandémie qui vit des difficultés, c'est énorme. Comment aider la santé mentale de la population dans ce contexte-là? Bon, comme on va le voir, une des solutions possibles pour aider la population, c'est de déployer l'usage des outils numériques. Et l'objectif aujourd'hui de ma présentation, c'est vraiment de vous introduire à cette possibilité-là, de vous initier rapidement là, à l'univers des outils numériques. Et je suis très content que Dr Roberge ait fait cette présentation-là avant, parce que, bon, ça s'inscrit parfaitement là, dans ce qu'on appelle les outils numériques en santé. Donc, qu'est-ce que c'est un outil numérique en santé? C'est toute forme de technologie qui peuvent être utilisées dans le contexte de la santé. Donc, ici, en santé mentale, on va faire référence à la cybersanté mentale. C'est un beau terme. On peut parler des applications mobiles, les messageries instantanées, les portails d'information, les plateformes, justement, qui nous permettent de faire de la téléthérapie ou d'administrer des programmes d'intervention. Donc, les outils numériques ont plusieurs avantages qui sont relativement connus. Ça permet, si c'est bien intégré là, dans l'offre de soins, d'améliorer la qualité et l'efficacité des services en santé mentale, mais aussi de favoriser l'équité, donc d'améliorer l'accessibilité à certains soins initiaux et de prévention, réduire certains délais d'attente, rejoindre certaines populations en zone rurale ou dans les quartiers où l'accès aux services est plus difficile, où l'accès aux services psychologiques est plus stigmatisé, puis finalement offrir des services numériques lorsque la personne en face de nous en a besoin au bon moment et à l'endroit qui lui convient. Donc, les outils numériques, ça a beaucoup d'utilité et on peut voir ça comme une solution complémentaire aux soins traditionnels et non un remplacement. Nous, on aime ça voir les outils numériques plutôt comme un ajout dans la boîte à outils des services plutôt qu'un remplacement. Donc, ça, c'est très important, c'est notre position à nous. Donc, avant la pandémie, quand même, il y avait 3 intervenants sur 4 qui parlaient d'outils numériques avec leurs patients. Donc, c'était quelque chose qui était déjà dans la discussion. Et avant la pandémie, il y a quand même un Canadien sur 3 qui utilisait un outil numérique pour sa santé, que ce soit des applications mobiles, une Fitbit ou le suivi des pas, donc tout outil numérique confondu. Et depuis la pandémie, l'engagement dans les outils numériques en santé là, elle a quadruplé. Puis les outils numériques sont plus présents que jamais. Et je suis sûr et certain que certaines d'entre vous là, en utilisez au quotidien. Peut-être que vous-même connaissez certaines de ces applications-là ici. En bas à droite, Petit Bambou, une application très bien connue de pleine conscience en français, il n'y en a pas beaucoup. On a de la difficulté au Québec puis dans la francophonie d'avoir accès à des bons outils numériques, mais ça, c'en est un bon. Il y en a beaucoup d'autres. Il en existe beaucoup, en fait. Peut-être que vous en connaissez certains, mais probablement que ces logos-là vous disent rien. C'est pas anormal, en fait. C'est qu'il existe au Canada plus de 170 000 applications de santé. Ça, c'est quand même un gros chiffre. Puis quand on ne s'y connaît pas dans les outils numériques, c'est pas facile de trouver celui qui nous convient. Puis on peut pas compter sur Santé Canada pour nous dire quelles applications, quels programmes sont bons, sécuritaires et basés sur la science, sur les données probantes. Donc, c'est important d'accompagner la population dans le choix de l'application ou de l'outil numérique qui est le plus approprié à leurs besoins. Donc, il y a plusieurs solutions qui ont été développées là, depuis le début de la pandémie, plusieurs plateformes technologiques pour distribuer les outils numériques dans la population. Donc, le gouvernement de la Colombie-Britannique a déployé Foundry Pathfinder pour aider les adolescents à trouver des outils pour les aider avec leur santé mentale. Le gouvernement canadien lui-même a déployé Espace Mieux-être, qui est une plateforme technologique
tous les Canadiens, Canadiennes, vous, moi, on peut se créer un compte gratuitement, suivre l'évolution de notre santé mentale à l'aide d'outils standardisés, puis avoir accès à des outils numériques gratuits qui sont habituellement payants. Donc, oui, au Québec, il y a nous, Therapix, on est une jeune entreprise québécoise qui se spécialise dans le développement technologique en santé. Donc, très rapidement, je vais vous expliquer un peu comment on simplifie l'univers des outils numériques à l'aide de la science et de notre processus de recherche. Donc, très rapidement, juste mettre des visages là, derrière, bon, on est qui? Donc, on est une équipe composée de plusieurs dizaines de professionnels de la santé, de programmeurs. Donc, on est une compagnie technologique, donc on doit programmer des choses. Donc, on compte vraiment sur l'expertise de tout le monde pour créer la plateforme la plus appropriée aux intervenants et à la population. Moi, par exemple, bon, comme Cynthia l'a mentionné, je m'occupe du volet santé mentale et du volet recherche. Je suis formé à la psychothérapie. En fait, je termine mon doctorat. Je ne peux pas dire que je suis psychologue encore, mais la loi m'en empêche, mais je termine bientôt mon doctorat en psychologie à l'UQAM. J'accumule déjà plus de 10 ans d'expérience en recherche. Avec Michael Cardinal et Alexandre Chagnon, tous deux pharmaciens, mais spécialistes des outils numériques en santé, on a notamment construit une formation en ligne accréditée par l'Ordre des psychologues du Québec pour aider les psychologues à utiliser et intégrer les outils numériques dans leur pratique à eux. Donc, notre technologie s'inscrit vraiment dans une démarche scientifique qui repose sur la recherche. Donc, c'est pour ça qu'on favorise beaucoup les collaborations académiques, notamment avec le professeur Julie Lane de l'Université de Sherbrooke. S'il y a certaines personnes ici de l'Université de Sherbrooke, vous devez bien la connaître, j'imagine, et Lynn Guénette de l'Université Laval. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Bon, tout d'abord, nous, on fait un gros ménage dans les 170 000 applications de santé disponibles. On utilise un algorithme pour trouver les applications qui ont le plus grand potentiel, puis on soumet chacune de ces outils-là à un processus d'évaluation standardisé. Donc, chaque outil est évalué par un recherchiste et par un professionnel de la santé. Donc, quand on évalue les outils, on utilise des échelles standardisées issues des dernières recherches sur les outils numériques. Puis, on utilise aussi les recommandations justement du NICE, l'Institut national britannique d'excellence en santé, pour évaluer. Ils ont un framework, excusez mon anglicisme, ils ont un cadre de référence pour évaluer les outils. On utilise ce cadre-là dans notre plateforme à nous. Donc, je ne vais pas entrer en détail, mais on est très transparent dans l'application de notre processus de recherche, notre processus d'élaboration technologique. Donc, étant moi-même un chercheur, je pousse beaucoup pour qu'on publie ces éléments-là à tout le monde. Donc, on écrit fréquemment des articles de blog qui détaillent la science derrière notre technologie et les choses qu'on met en place pour s'assurer de notre processus d'évaluation. Donc, on a notamment publié un article qui évalue la fiabilité des révisions. Donc, est-ce que deux évaluateurs cliniciens score la même chose pour le même outil. Donc, on a montré qu'on a un bon accord interjuge, qu'on appelle. Donc, à ce jour, on a évalué plus de 800 outils numériques et pour chacun des outils, on a ce qu'on appelle 70 points d'entrée d'information sur l'outil numérique qu'on va voir à l'instant. Avec cette information-là, on fait quoi? Bon, on a créé notre propre App Store, finalement, pour aider les intervenants à choisir l'outil qui est le mieux adapté à la personne en face d'eux. Puis, j'ai fait un petit vidéo. Je pense que c'est plus éloquent que de... Attendez, je vais faire pause parce que je ne veux pas que ça aille trop vite. C'est un petit peu flou, pardon, c'est la qualité de mon moniteur. Je dois changer de moniteur. Donc, ça, c'est notre plateforme. On peut faire une recherche, donc, selon la condition de santé, par le nom de l'application. On a accès, à plusieurs filtres dont l'objectif de soins. Là, je me rends compte qu'il faut qu'on change autogestion pour autosoin, docteur Roberge. Donc, là, on a plusieurs fonctionnalités. On peut choisir les applications en français, la langue qui nous convient. On peut même choisir les applications qui sont appuyées par la science, qui ont des essais cliniques. Donc, toutes ces informations-là, ce n'est pas le genre de choses qu'on retrouve facilement sur les App Store. Donc, nous, on donne ça. On est capable de passer de 170 000 applications, dans ce cas-ci, à 2 applications. Pour chacune des applications, on donne vraiment beaucoup d'informations. Est-ce que l'outil a un potentiel de changer le comportement, permet de faire des objectifs? Sur quel type de stratégie elle se base pour changer le comportement? Souvent, c'est de la TCC dans les outils numériques en santé. Est-ce que l'utilisation de l'outil est sécuritaire? Est-ce que les données sont hébergées au Canada? Donc, c'est toutes les informations que les cliniciens, les intervenants veulent savoir pour recommander un outil. Et ensuite de ça, l'intervenant peut partager l'outil avec le patient en face de lui envoyer une posologie qu'on appelle comment utiliser l'outil avec une description. Il peut le mettre à sa sauce. Donc, ce dernier élément-là, pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on veut que les intervenants recommandent eux-mêmes les outils? En fait, c'est que la recherche nous a montré que les intervenants, c'est vraiment la meilleure porte d'entrée pour utiliser des outils numériques en santé dans la population. Et non seulement ça, la recherche nous indique là, que
quand l'intervenant est directement impliqué dans la recommandation de l'outil, donc clique un bouton, l'envoie, le patient ou le patient reçoit la recommandation, mais les patients présentent un niveau d'engagement 90 plus élevé dans l'utilisation de l'outil. Puis ça, c'est quand même pas rien, c'est vraiment une grosse amélioration. Donc, cette bibliothèque-là a été soumise récemment à un projet d'implantation. On termine actuellement le projet de recherche. On est en train de rédiger l'article scientifique. Donc, on visait vraiment évaluer l'implantation de notre App Store qu'on appelle Therapix Score, en fait, dans la pratique des intervenants des centres de prévention du suicide. Donc, pendant plusieurs mois, 70 intervenants de 22 centres différents ont eu accès à notre bibliothèque. Donc, nous, on a appris que l'outil, était jugé utile par les intervenants, par les directions des centres de prévention du suicide et que le potentiel est là. On a aussi appris quelques éléments qui pourraient compromettre l'implantation de ça dans les milieux. Puis toute cette information-là va vraiment nous aider à déployer notre technologie dans d'autres milieux au Québec pour venir en aide à la santé mentale des Québécois. Donc, mais l'intervenant, ce n'est pas le seul moyen de distribuer des outils numériques à la population. Donc, on a développé, en utilisant encore notre banque d'informations importante là, sur les outils numériques, on a créé au tout début de la pandémie, là, en mars dernier, un outil pour venir en aide à la population, permettre à monsieur, madame, tout le monde de se connecter à une plateforme, puis de l'aider à trouver l'outil qui lui convient le mieux dans une perspective d'auto-soin. Donc, c'est tous des outils d'auto-soin. Je vais vous montrer encore la petite vidéo. Attendez, faire pause. Celle-là va vite, je vais devoir Donc, oui, simple transparence, ce projet-là est subventionné par le gouvernement du Québec et MedTech, qui est le ministère de l'Innovation au Québec. Donc, ça va vraiment très vite. Le patient peut choisir une thématique parmi l'humeur, la dépression, le stress et l'anxiété et choisir un objectif clinique qui lui convient. Ça peut être, ici c'est un peu flou, mais évaluer son humeur, faire le suivi de mon humeur, apprendre sur la dépression, améliorer mon humeur. Donc, il va y avoir des composantes d'intervention un peu plus, relaxer ou méditer, parler à un chatbot, parler à quelqu'un, rejoindre une communauté en ligne. Donc, c'est toutes des fonctionnalités qu'on retrouve fréquemment dans les outils numériques. Donc, le patient, la personne peut choisir les besoins qui lui conviennent, sélectionner après ça un outil. À un certain point, attendez, ça arrive. À un certain point, on administre, désolé, la technologie, je travaille pour une compagnie technologique, mais des fois, j'ai de la difficulté. Donc, à un certain point dans le processus d'appariement, le patient est invité à évaluer ses symptômes. Donc, il complète un outil qu'on appelle le PHQ-9 pour la dépression. Donc, c'est un moyen qui est réputé dans la recherche pour évaluer l'intensité des symptômes de dépression. Donc, c'est volontaire. La personne peut passer, bien sûr, j'y arriverai jamais. Oui. Donc, la personne peut passer ce processus-là. Nous, ce que ça nous permet de faire, c'est d'évaluer, est-ce que la personne devrait être référée vers d'autres services puisqu'il souffre d'une dépression sévère. On ne veut pas nécessairement lui recommander un outil en auto-soin. Ça nous permet aussi de colliger des informations issues de la vie réelle puis de voir si notre application, comme on va le voir tantôt, est efficace pour diminuer les symptômes psychologiques ou du moins donner des résultats partiels. Donc, une fois que la personne complète le processus d'appariement, on lui recommande un outil qui correspond à ses besoins. On lui donne une description puis une manière d'utiliser l'outil. Sur la même page, le patient, la personne, a accès également à un outil où il peut partager sa localisation et avoir accès à des données proches, à des centres communautaires puis des services publics proches de chez lui. Donc, il peut télécharger l'application. Donc, ça a été déployé en mars dernier, puis ces résultats-là de 9500 patients, je ne me rappelle plus exactement là, quand on a arrêté de colliger ça. Ça fait quelques mois, donc probablement plus de gens qui ont utilisé la plateforme depuis. Oui. Mais lorsqu'on regarde ce beau graphique ici, on se rend compte qu'il y a quand même 50% des gens qui se rendent à la fin du processus. Donc, il y en a 10% qui cliquent sur le téléchargement de l'application. Ça signifie qu'on a potentiellement aidé 1000 personnes, 1000 Canadiens, Canadiennes avec leur santé mentale. Mais comment vraiment voir si c'est utile, cet outil-là? Donc, une personne sur 10, comme je vous l'ai dit, mentionné tantôt, a accepté de partager ses symptômes psychologiques. Et ce que ça nous montre, si on s'intéresse à ces personnes-là puis on examine l'évolution de leurs symptômes dans le temps, les statistiques, je n'ai pas montré l'analyse statistique ici, on a
combiné les données, puis on a agrégé les données, puis on a fait des simples tests T ici. Mais les statistiques nous disent que les symptômes d'anxiété tendent à diminuer avec le temps. Bien sûr, bon, je suis un chercheur dans l'âme, expérimentant en recherche, je sais que ces données-là doivent être interprétées avec précaution. Ce n'est pas un devis randomisé, contrôlé. Il y a beaucoup de facteurs qu'on ne contrôle pas, mais ce processus de recherche-là, issu de la vie réelle, dans la vie réelle des Canadiens et Canadiennes, est unique au Canada. Puis ça suggère quand même que la technologie de recommandation peut être utile pour aider la santé mentale de la population. Nous, on est vraiment excités à l'idée de poursuivre nos recherches et accumuler plus de données, faire des nouveaux projets de recherche, mais c'est à venir. Donc, en somme, les outils numériques ont le potentiel de favoriser des services plus rapides, favoriser aussi l'auto-soin lorsque c'est utile. Donc, on sait aussi qu'il y a des moments où l'auto-soin n'est pas efficace et même contre-indiqué. Donc, c'est important d'intégrer les outils numériques en santé là, dans le bon contexte au bon moment. Nos technologies ont le potentiel aussi de favoriser le choix des outils numériques de qualité et validés par la science avec une banque d'informations qui est difficilement accessible aux intervenants habituellement. Donc, notre technologie permet de favoriser aussi l'intégration des outils numériques en santé dans la pratique des intervenants, mais aussi de favoriser la recherche sur l'efficacité des outils numériques dans la vie réelle, mais surtout d'aider la santé mentale de la population. Voilà. Je te remercie, Pierre-Luc, pour ton excellente présentation. Il y a plusieurs liens, donc j'imagine que les gens ils vont avoir accès aux documents PDF, peut-être de la présentation par la suite. Ou est-ce que vous envoyez les PowerPoint? Sur demande. Sur demande? OK, parfait. Donc, j'ouvrirai la période de questions s'il y a des gens qui ont des questions à poser. J'en ai une. Je n'ai pas le petit bonhomme avec la main levée, par contre. Oui, Célia. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, peut-être que ça m'a échappé, mais les personnes qui créent à la base ces applications-là de santé, est-ce que tu connais la statistique de est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde ou c'est des personnes formées en santé qui font ça vraiment pour le bien des gens? Il y en a qui font une passe d'argent avec ça. Les applications mobiles? Les développeurs d'applications? Oui, exactement. Il y a toutes sortes de développeurs d'applications. Effectivement, là, il y a 170 000 applications au Canada. Il y en a beaucoup qui sont développées sur le coin d'une table par un développeur à la maison. Nous, on les trie, ces applications-là. Il existe aussi beaucoup d'applications qui sont développées par des organisations de recherche, des regroupements de recherche, des organismes gouvernementaux. Donc, nous, c'est vraiment ça qu'on privilégie. Donc, mais effectivement, ça existe des plateformes là, qui sont développées par monsieur, madame, tout le monde. Il faut faire vraiment attention. Il n'y a pas de processus réglementaire pour les applications mobiles. Et sur les App Store, il y a un phénomène aussi là, qui existe, qui est là. Les gens vont souvent utiliser l'indice bon, est-ce que l'outil est apprécié, le nombre de reviews, puis ils vont lire les commentaires. Pour certaines applications qui sont très réputées, très, très bien connues, ça peut être un indice, puisque bon, ils ont d'autres, on peut utiliser d'autres indices pour juger. Bon, je parle de Petit Bambou et Sandvelo ou plein d'autres applications aussi. Mais il y a des développeurs qui vont payer des gens pour booster un peu, disons, leur révision pour qu'ils montent dans la chaîne de recommandation. Et donc, ça peut induire vraiment les gens en erreur là, dans le choix d'un outil numérique. Ce phénomène-là, il n'est pas seulement aussi avec les outils numériques en santé. Là, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'App Store en général. Mais oui, il faut faire attention à quel outil qu'on télécharge, notamment avec la gestion des données. Ça, c'est très important. Un outil numérique qui n'a pas de politique de confidentialité, déjà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas vraiment télécharger. Là, ça peut être risqué. Donc, c'est important de regarder la politique de confidentialité. Oui. Merci Célia pour la question. Il y avait professeur Roberge qui avait une question. Oui, merci. Donc, merci Pierre-Luc, c'est très intéressant. Cet outil-là, j'en avais déjà entendu parler, mais c'est toujours intéressant de savoir comment ça évolue. Puis, je trouve que c'est particulièrement bénéfique là, pour les communautés francophones de pouvoir avoir de l'aide comme ça pour s'y repérer. Là, je trouve qu'on est vraiment dans un univers très anglophone en termes d'applications et de programmes web. Je présume que vous avez des programmes d'autogestion et d'auto-soin, fait que je vais être curieuse de voir comment vous gérez ça dans votre application au long terme. Peut-être que ce n'est pas nécessaire non plus, mais ce n'est pas ça ma question. Je me demande comment vous arrivez à vous y retrouver, parce qu'il me semble, si j'ai bien compris, tu as mentionné que vous faites le lien avec les essais cliniques randomisés lorsqu'il y en a qui sont publiés sur un outil. Ça ne doit pas être facile à faire parce que souvent,
j'arrive à les retrouver, moi, juste par le nom du chercheur impliqué dans le projet, parce que les noms commerciaux d'applications ne sont souvent pas présentés dans les articles. En tout cas, moi, je trouve que c'est tout un défi. Je me demande comment vous arrivez à débroussailler ça. Tout à fait. Ben, c'est sûr, c'est un gros défi. Là. C'est pas c'est pas une recherche facile à faire. Effectivement, il y en a beaucoup qu'on manque pour la raison, comme vous le mentionnez. Là, c'est pas dans tous les papiers qu'on mentionne l'outil en soi, mais on commence à les mentionner de plus en plus là, dans les papiers. Nous, on utilise un algorithme qui a été publié dans un journal britannique qui est une simple plein de mots-clés sur PubMed qu'on peut rentrer puis sortir la majorité des papiers sur les outils numériques. Puis nous, après ça, il y a un recherchiste qui fait le tri au fur et à mesure. Donc ça, c'est une job à la mitaine qu'on fait. On n'a pas d'algorithme là, qui ouvre tous les articles pour voir quels outils sont mentionnés là-dedans. Donc notre librairie, elle est assez complète. Là, on met ça à jour très, très, très fréquemment, mais bien sûr, on en manque certainement. On va souvent aussi sur les sites web des développeurs d'applications mobiles. Souvent, les développeurs vont publier leurs études sur leur site web. Donc, on utilise aussi cette source d'information-là, mais c'est un gros travail de prendre toute cette information-là, toutes ces sources-là, puis mettre ça dans une seule plateforme. Là. C'est un gros travail, là, effectivement. On a plusieurs stratégies différentes. Là.